RDI, la radio de l'info, vous présente les rendez-vous de l'info. Bonsoir à tous, bienvenue dans le rendez-vous de l'info ce soir. Nos deux invités avec Monseigneur Emmanuel Lafont pour nous parler bien sûr de l'évolution de l'Église ou pas, évolution ou pas de l'Église catholique. On en parle avec Monseigneur Lafont ce soir. Et puis l'après-grève d'Air France, que se passe-t-il aujourd'hui, que va-t-il se passer demain? Pour nous en parler, la directrice régionale d'Air France, Gisèle Lenozer, est avec nous aussi sur le plateau du rendez-vous de l'info. Bonsoir les filles, comment ça va? Bonsoir. T'es Annie ce soir? On va parler de Rec Nomination. C'est nouveau, ça fait le buzz sur le net. Oui, c'est nouveau, c'est sorti aujourd'hui. C'est sorti aujourd'hui, on en parle aujourd'hui dans le rendez-vous de l'info. Vanessa? On parlera de la seule imprimante 3D présente en Guyane. Il n'y en a pas d'autres? Non. Que des exclusivités ce soir. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe dans le rendez-vous de l'info. Juste avant, le journal tout en images. Vous l'avez entendu notamment sur RDI, la radio. C'est une figure emblématique de Saül qui nous a quittés lundi matin. Théodore Timan, l'ancien maire de la commune, s'est éteint à l'âge de 95 ans. La rédaction d'ATG envoie ses sincères condoléances à toute sa famille. Le journal tout en images démarre tout de suite. Les élus de la ville de Cayenne ont décidé de renoncer au terrain de Chatan. Une décision prise durant le conseil municipal qui s'est tenu hier après-midi à la mairie de Cayenne. Les familles qui habitaient illégalement les villas ont été expulsées, les maisons détruites, mais il n'est plus question pour Cayenne de construire son hôtel avec piscine débordante. La cause serait toute la polémique autour des 5 000 € d'indemnité versée à 13 familles pour quitter les lieux. On est parti sur un contrat rédigé par un avocat en disant voilà, si vous partez de votre plein gré, de votre propre chef et inconditionnellement, vous aurez une indemnité de 5 000 €. Cette indemnité de 5 000 €, elle est calculée ou elle est alimentée par l'évaluation France Domaine. C'est-à-dire qu'on joue sur les marges de manœuvre qui sont laissées à France Domaine, on vend le bien à un prix 65 000 € inférieur au prix normal, et ces 65 000 € sont distribués dans les conditions que je viens de vous décrire. Le terrain en question appartient à l'État. La ville de Cayenne s'était positionnée à l'époque pour acheter la parcelle de Chatan pour un montant de 1,5 million d'euros. Contactée par nos équipes, la mairie n'a pas souhaité se prononcer sur sa nouvelle décision. Les familles expulsées se sont majoritairement relogées dans d'autres squats aux alentours de Cayenne. L'expulsion des familles logées illégalement sur l'ancien squat de Chatan attire l'attention sur cette problématique très fréquente dans le département et qui reste pourtant peu médiatisée. Plus de 100 personnes occupent illégalement les anciens locaux de l'AFPA. Belkissa nous invite à connaître son logement de moins de 8 mètres carrés, construit principalement avec des tôles. Touchée par un handicap causé par une chirurgie avec des complications, après un séjour de 6 mois au SAMU social, elle habite le squat depuis plus d'1 an. Ben oui, en fait, c'est vraiment très petit. Ça me fait peur de pouvoir vivre comme ça. Et c'est là, c'est ma chaise percée, que je prends ma douche, je fais mes besoins. Donc, moi, il y a des jours que moi, je m'enferme, je ne veux pas sortir dehors parce que je me sens que j'ai envie de mourir par rapport à la situation que je me trouve. Parmi les nationalités des Péruviens, Dominicains, Brésiliens, Africains, Haïtiens et même de nationalité française. Ayant des cartes de séjour ou en attente, des demandeurs d'asile politique et nombreux sont ceux actuellement en situation irrégulière. Ils déplorent avoir effectué plusieurs demandes de logement sans avoir de retour. Je fais demander où la Sensamao, la Cinco, la Sigic, tout partout je fais, tout côté. Mais il n'y a rien. Ça fait 2 ans que je suis aussi à l'assistance sociale. Il y a beaucoup de monde ici qui va à l'assistance sociale. Ce n'est pas qu'on vous voulez habiter ici, mais c'est la situation. Mais nous, les étrangers, nous traitent comme chiens, comme nous. C'est rien, nous, c'est pas nous pays. Et quoi qu'on vous voulez vivre comme ça. On ne veut pas vous voulez vivre comme ça, c'est la situation. L'association AFPA, créée par les squatteurs, a interpellé différents organismes pour trouver des solutions. Hier, ils ont rencontré différents groupes tels que la CIMAD. Un des représentants a accepté de nous parler à condition de ne pas être filmé.
il n'y a aucun moyen pour l'instant d'éviter l'expulsion. Donc c'est des gens qui risquent d'être expulsés. On trouve évidemment tout à fait anormal que ces gens-là soient expulsés sans qu'il y ait de proposition, soit de relogement, soit de terrain. Nous, ce qu'on dénonce évidemment depuis, c'est pas d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a en Guyane à peu près qu'une quinzaine de places de logements d'urgence. Les anciens locaux de l'AFPAG font partie d'une liste de squats qui devrait être détruits par les services publics dans les prochains mois. J'ai été victime d'un AVC et c'est ma petite fille qui m'a sauvé. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre les accidents vasculaires cérébraux, AVC, une pathologie qui laisse des séquelles souvent irréversibles. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'AVC touche une personne toutes les 5 secondes à travers le monde. En Guyane, cette maladie est aussi très présente. C'est la première cause de handicap acquis, c'est-à-dire que quand on croise des gens dans la rue qui sont avec une paralysie, eh bien c'est d'abord lié à l'AVC. C'est la deuxième cause de démence, les gens qui perdent un peu la tête quand ils vieillissent. Eh bien, la première cause c'est l'Alzheimer, la deuxième c'est l'AVC. En Guyane, c'est un problème particulier. Première cause de mortalité. Quand on meurt aujourd'hui en Guyane, c'est d'abord d'AVC. Ensuite, il faut savoir aussi qu'en Guyane, la population touchée est de 10 ans plus jeune qu'en métropole. C'est-à-dire qu'on a une moyenne d'âge à peu près de 63 ans en Guyane et 73 ans en métropole. Voilà toutes les raisons pour lesquelles il est important de parler d'AVC. L'objectif principal de cette journée est de sensibiliser le maximum de personnes à cette grande cause de santé publique et les inciter à composer le 15 dès l'apparition des premiers symptômes. Faire le 15, c'est aller vite. Pourquoi c'est important d'aller vite? En fait, 80% des AVC sont des vaisseaux du cerveau qui se bouchent. Eh bien, si on intervient très rapidement, si on débouche très rapidement le vaisseau qui est bouché, eh bien, la personne peut récupérer immédiatement. Les établissements de santé se mobilisent pour informer le plus grand nombre. Spots et affiches publicitaires ont été mis en place, mais pas seulement. On s'est promené ce mois-ci sur tout le département pour aller rencontrer les gens sur les marchés, pour pouvoir leur expliquer un petit peu qu'est-ce qu'un AVC, comment reconnaître les signes de l'AVC, faiblesse de la moitié du corps, bouche de travers, difficulté à parler, et puis surtout l'appel au 15, absolument indispensable, et puis bien expliquer aussi ce lien vraiment très très fort entre hypertension artérielle et AVC. 80% des accidents vasculaires cérébraux sont dus à une hypertension artérielle, liée souvent à une trop grande consommation de sel. Plus de 10 millions de personnes parlent le créole dans le monde. En Guyane, où de nombreuses communautés se côtoient, le créole demeure un vecteur d'échange très prisé. Hier soir s'est tenue à Lanque une conférence sur les danses traditionnelles et le tambour. Animée par les docteurs Jean-Paul Agarante et Antoine Villageois, il était question de réaffirmer la culture et l'identité créole. Le but de cette soirée, c'était de toucher un peu les consciences de tout un chacun pour faire valoir la tradition. Langue populaire en Guyane, le créole n'est cependant pas hermétique aux influences. Il n'est pas parlé dans toutes les situations et à tous les interlocuteurs, et les jeunes n'y accordent plus autant d'importance. Je trouve que les jeunes sont impliqués, ils apprennent ce qui est intéressé dans sa culture, dans la culture, mais ça effectivement peut-être pour nous même travail davantage à que la culture c'est un tout, la culture créole a un tout et il peut englober beaucoup de bagages, il peut englober tout le volet gastronomie, puis tout ça nous fait vannerie, qui est marée la chatte, qui est tambour, qui en prennent pas les créoles aussi, parce qu'à niveau des qui très très riche et malheureusement eh bien petit jeune il n'est pas procéder, il était dit peut-être à tisosio, il est qu'à prendre ça et puis il est qu'à laisser de côté ça y a envie aussi, mais non parce que nous culture un bloc et à pour prendre lui kuifika. La musique créole était sous toutes ses formes, gragée, les rôles comme Mugo et Kaseko. Le public venu nombreux s'est satisfait au rythme des danses créoles guyanaises, leur symbolique et leur gestuelle. Non, le travail que l'on est en train de faire, c'est de leur réapproprier ce qui leur appartient, leur redonner. C'est pour ça que j'ai clairement dit, ce travail que l'on fait ne nous rapporte rien, parce que nous ne sommes que des enveloppes. Et tout ce que les anciens vont nous donner vont remplir cette enveloppe et les élèves vont en bénéficier. Le monde amoureux de la langue créole a fait le déplacement pour cette manifestation culturelle, festive, à la fois ludique et informative. Une exposition d'art manuel est ouverte depuis hier au salon d'exposition de la ville de Matoury.
L'artiste céramiste et plasticienne Simone Saint-Ange nous présente ses œuvres. Un travail fait de matériaux de récupération et d'un ingrédient peu commun, un durcisseur de tissu, le papervol. En fait, cette exposition, je l'ai prévue depuis l'année dernière parce que j'avais invité une artiste hollandaise qui développe le produit, un durcisseur de textile qui s'appelle le paperpole. Et comme je le travaille, j'ai appris avec elle, j'ai voulu mettre en place cette exposition pour offrir un petit peu au public un aperçu de ce qu'on peut faire avec ce produit, qui pour moi est magique. Pour cet artiste d'origine guadeloupéenne, la Guyane est une vraie source d'inspiration. Aujourd'hui, c'est dans ses contes et légendes que naissent ses œuvres. Je vis en Guyane, la forêt m'inspire beaucoup, et les lianes m'ont inspiré pour les esprits de la forêt. Ils sont pas, si vous regardez bien, ils font pas peur. Il y a tout un univers qui nous effraie avec les baclous en Guyane, avec les soucouyants en Guadeloupe, en Martinique et tout. Et moi, ces lianes m'ont toujours inspirée. Il y a des yeux qui ressortent. La nuit, quand on va en forêt, c'est assez particulier. Il y a une ambiance. Donc voilà. Mais comme je travaille un peu sur la joie, pour moi, ces esprits, j'en ai pas peur. Ils me font plutôt rire. J'ai essayé de les mettre attrayants. Un stage de formation à la sculpture à base de papervol sera proposé du 5 au 12 novembre. En attendant, c'est Simone Saint-Ange qui nous initie à cet art avec son exposition ouverte au public jusqu'au 10 novembre. Après 10 jours de course à ramer contre des vents défavorables ou à attendre l'amélioration des conditions météo, Pascal Desnay a jeté l'éponge à Rame Guyane. Épuisé physiquement et pas mieux moralement, c'est le premier abandon de cette 4e édition. Pour sa 2e participation, le rameur a déclenché sa balise de détresse mardi. Une grosse déception pour ce sportif accompli de 52 ans qui avait déjà dû jeter l'éponge lors de sa première participation à Rame Guyane en 2012. Il reste donc 17 skippers en mer, dont 2 femmes à l'assaut de l'Atlantique à la rame. Une traversée d'environ 4700 km en solitaire, sans escale, sans assistance, entre Dakar et Cayenne. De retour sur le plateau du rendez-vous de l'info avec nos invités, je vous rappelle Monseigneur Lafont et Gisèle Lenozer. Monseigneur Lafont, bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Alors, on va revenir, avant de revenir sur l'Église et la famille, est-ce que le problème avec la rémunération des prêtres, avec le Conseil général, est-ce que tout ça s'est réglé ou c'est encore compliqué? C'est réglé selon le droit, c'est-à-dire que le tribunal administratif a dit ce qu'était le droit présentement. Maintenant, ce droit peut évoluer, mais c'est ni moi ni le Conseil général qui peuvent le changer. Est-ce que vous comprenez malgré tout la position du président Tiennon? Il n'a pas d'argent. Mais je le comprends. Mais quand on a je le comprends, d'ailleurs, je l'ai écrit à plusieurs reprises. Mais c'est bien de le dire. Mais quand on le comprend et quand on a des raisons de plus pour respecter le droit, on peut s'arranger. Mais il doit comprendre aussi qu'il nous faut du temps, parce que changer des choses comme cela, ça ne se fait pas en un rien de temps. Et donc, il nous a mis dans une situation effectivement impossible. Pourquoi uniquement en Guyane, alors que partout ailleurs, c'est différent? En Martinique, en Guadeloupe, enfin même pas seulement dans les départements d'outre-mer. Pourquoi uniquement en Guyane? Pourquoi les choses sont liées, État, Église? Eh bien, ce sont des raisons qui sont historiques, tout simplement. La première chose, je pense qu'au XIXe siècle, le rôle de l'Église était très social, à la fois près des esclaves, comme avec Anne-Marie Javouet, et près des hôpitaux, avec les sœurs de Saint-Paul de Chartres, et aussi dans le domaine éducatif. Donc ça, c'était une des raisons pour lesquelles, je pense, le gouverneur avait été sommé, si j'ose dire, de soutenir l'Église. Pourquoi la loi de 1905 n'a pas été proclamée en Guyane alors qu'elle doit l'être dans les colonies pour être appliquée? Ça, je n'en sais rien. Bon, très bien. Affaire à suivre donc concernant donc la rémunération des prêtres avec le Conseil général. Allez, revenons sur ce qui s'est passé il y a quelques semaines, notamment sur l'Église, qui veut ouvrir le débat, sur la famille. Sur 62 paragraphes, 3 n'ont pas obtenu la majorité des suffrages. Le premier, réconciliation pour les divorcés remariés, la communion spirituelle pour les divorcés remariés, et sur l'accueil des homosexuels à l'Église. Déjà, rien que le fait d'ouvrir le débat, ça vous inspire quoi, Monseigneur Lafont? Mais c'était plus que nécessaire.
Et le pape François l'a fait d'une manière astucieuse, mais que tout le monde n'a probablement pas compris, c'est qu'il veut que nous prenions le temps. C'est-à-dire que ce qui s'est passé cette année, c'est une étape qui, dès le départ, était organisée pour que les choses ne soient pas décidées maintenant, mais dans un an. C'est-à-dire que le pape veut que l'on prenne le temps de la réflexion, d'abord de s'écouter dans des positions qui nécessairement sont différentes, et tout le monde l'a vu, et qu'on ne réconcilie pas en un tournement. Voilà. Et donc, pour moi, c'est très bon ce qui s'est passé, parce que maintenant, à partir de ce qui a été vécu, les choses vont continuer de mûrir, et j'ai bon espoir qu'en octobre 2015, nous irons beaucoup plus loin. Monseigneur Lafont, il y a des catholiques chrétiens qui nous regardent ce soir et qui se posent la question, est-ce possible voilà, peut-être personnes qui veulent se marier, mais qui ont divorcé, qui ont déjà été mariés, qui ont divorcé, qui veulent à nouveau se marier à l'église. Apparemment, ce n'est pas possible, même pas une bénédiction. Comment expliquer ça à des personnes qui croient en Dieu, qui ont la foi et qui veulent simplement une bénédiction pour leur mariage? Impossible aujourd'hui, vous nous dites en 2014. Comment est-ce possible? Dites-nous. Tout simplement parce que ce ne sont pas des choses que nous avons décidées, nous, ce sont des choses que le Seigneur Jésus-Christ a dites. Et nous ne nous sentons pas, nous, la capacité de changer les paroles du Christ. Et s'il y a fossé entre ce que le Christ pense et ce que la société vit, c'est il y a 2000 ans, ça n'est pas d'aujourd'hui. Si on veut vivre dans pas la loi, la vie, comme un bon chrétien, ça veut dire qu'on ne doit pas divorcer, c'est ça en gros? C'est-à-dire que lorsqu'on s'unit, on devient une seule chair. Et si précisément on le fait avec le Seigneur, c'est parce que tout seul, c'est très difficile. Mais en même temps, c'est difficile pour tout le monde, pas seulement pour les catholiques. Je pense que la fidélité aujourd'hui est quelque chose qui est d'autant plus difficile qu'on vit plus longtemps qu'avant. Je vous signale, parce que peu de gens le savent, que l'espérance de vie d'un couple au début du XXe siècle, c'était 13 ans. D'accord. Aujourd'hui, lorsque la sécurité sociale et les retraites ont été installées dans les années 60, l'espérance de vie d'un retraité, c'était 3 ans. Aujourd'hui, l'espérance de vie d'un retraité, ça peut monter jusqu'à 20 ans. On comprend bien donc que les choses étant évoluées, effectivement, les difficultés se prolongent, si j'ose dire. Mais ce que je sais, ce que je crois, c'est que l'Église souhaite accompagner d'une manière beaucoup plus importante les gens qui se marient. Elle souhaite que les jeunes soient éduqués dans la beauté du mariage beaucoup plus tôt. C'est tout le travail des parents et de l'éducation religieuse. Et ce qu'elle souhaite surtout, c'est que le témoignage de vie de celles et de ceux qui réussissent leur mariage soit proposé d'une façon belle, parce que, effectivement, le Seigneur lui-même l'a dit, lorsqu'on s'unit, on devient une seule chair. Et puis, j'imagine que par rapport aux autres religions, même si, je ne sais pas s'il y a des comparaisons, si on doit respecter la Bible, on ne doit pas partir dans tous les chemins. J'ai bien compris ça à travers le message. Est-ce que l'Église catholique perd ses fidèles? Est-ce que vous avez quantifié tout ça? Est-ce que beaucoup de fidèles catholiques partent ailleurs? On a eu comme ça quelques témoignages de personnes qui nous disent souvent, lorsqu'on va à l'église, c'est toujours le même discours, on préfère aller ailleurs, parce qu'ailleurs on chante, parce qu'ailleurs il y a plus de joie. Comment vous pouvez expliquer ça? Alors je reçois cela comme une interpellation à notre propre manière de vivre, et à bien des égards, il souligne les déficits que nous pouvons avoir. C'est tout à fait juste. Mais vous savez, lorsque Jésus a commencé son ministère, les foules sont accourues vers lui, et petit à petit, elles sont elles-mêmes reparties en disant « Mais qui peut écouter ce discours ?» L'idéal de l'Évangile est un idéal extrêmement fort, beau, mais qui nous dépasse totalement. D'ailleurs, à plusieurs reprises, Jésus dit « Aux hommes, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Et donc, c'est un idéal tellement haut que nous avons à proclamer qu'il est difficile de le proclamer. Et en plus, c'est un idéal qui nous juge nous-mêmes parce que nous sommes nous-mêmes dans une infidélité constante avec cet idéal. Nous n'avons pas une tâche qui est très facile, mais montrer le ciel, c'est ce que nous essaierons toujours de faire. Il nous reste 1 minute, Monseigneur Lafont. On a encore plein de questions, mais il nous reste 1 minute. Vanessa. Mais est-ce que le désintérêt pour la religion ne vient pas aussi des scandales que l'on peut voir à la télé fréquemment? Bien sûr, bien sûr. Vous savez, il y a un proverbe latin qui dit que la corruption des meilleurs, c'est la pire. Et il est évident que c'est d'autant plus grave que des scandales arrivent alors que ce sont des gens qui font profession de montrer aux autres ce qu'ils doivent faire. C'est tout à fait juste, vous avez tout à fait raison. On rappelle que Borgia était pape.
Alors le pape Borgia était pape, c'était un homme très scandaleux. Son arrière-petit-fils est un saint. Ce qui manifeste qu'il y a toujours, le Seigneur sort toujours le bien du mal. Donc, en parlant de la fuite des fidèles, justement, comment est-ce que vous pourriez attirer un peu plus de jeunes au sein de l'Église? Mais écoutez, nous ne les attirerons pas en abaissant l'idéal. Parce que si un jour tu atteins ton idéal, c'est que tu l'as placé trop bas. Nous attirerons les jeunes dans la mesure où nous proposerons l'idéal que le Christ propose en étant nous-mêmes le moins infidèles possible à cet idéal. Mais vous savez, quelle église et quelle association rassemble tous les 3 ans 2 millions de jeunes? Les JMJ? Comme les JMJ. Sur l'accueil, ça sera ma dernière question, sur l'accueil des homosexuels à l'église, là encore, une ouverture, même si ça n'a pas été accepté. Le fait simplement d'en parler, c'est une évolution. Et quand vous dites que ça n'a pas été accepté, vous tronquez les choses. Je vous pose des questions. Oui, ce sont des propositions qui ont reçu une majorité simple, mais pas les 2/3. Mais ce sont des propositions d'étape. J'ai des amis homosexuels qui sont ensemble, et je viens d'écrire à l'un d'entre eux, nous allons nous retrouver dans quelques jours. Moi, j'ai beaucoup d'amis dans toutes les sphères de la société, y compris dans ces sphères-là. Je les respecte infiniment. Je les aime tels qu'ils sont. Et je souhaite avec eux vivre ce que le Seigneur nous propose. Merci Monseigneur Lafont, en tout cas d'avoir participé à notre rendez-vous de l'info. On se retrouve bientôt parce que vous sortez un livre bientôt. Oui, tout à fait, oui. On se retrouve pour ce livre très qui volontiers. me paraît très intéressant. Monseigneur Lafont, merci beaucoup. Allez, en prime ce soir, Dom Laquezotte, quartier Maya à Matoury. Il faut le suivre absolument, il y a des exclus ce soir. On y va. Salut, bienvenue sur ATG dans l'émission Dom Laquezotte. Alors, Dom Laquezotte, comme je vous le dis tout le temps et je le répéterai toujours, c'est non seulement la découverte, vous montrer le pays, rencontrer les gens qui sont actifs dans ce pays, mais ça aussi soulever des problèmes, certains problèmes graves qui perdurent, qui durent. Donc aujourd'hui nous sommes à la cité Maya. Maya a vu le jour il y a à peu près une quinzaine d'années. Maya est sur la commune de Matoury. Et nous sommes venus à la cité de Maya. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que c'est une cité à peu près comme la Rénault qui a été construite sur une zone marécageuse. Est-ce qu'il travaille à bien fait? Est-ce qu'il travaille à pas bien fait? Ça, ce sera aux gens qu'on va rencontrer qui nous le diront. Mais en tout cas, nous savons qu'il y a beaucoup de problèmes, des problèmes de remontée d'eau, des problèmes de fuite. Et effectivement, tous les locataires de Maya sont dans un problème, on ne va pas dire incommensurable, mais ils rencontrent beaucoup de difficultés pour faire respecter leurs droits. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a donné rendez-vous à monsieur Joël Romain, qui va nous parler du problème de façon très précise, puisqu'il fait notamment partie de la CLCV. Donc tout ce qu'il nous dira, tout ce qu'il a déjà fait, les solutions apportées, les recherches, les rencontres avec le bailleur. Et il nous dira surtout qui est le bailleur ici. Moi, pas les deals, parce qu'il y a qu'habité ici, donc il y a pour deal. À tout de suite. À peu près. J'ai été réveillé par le détecteur de mouvement. Je dis bien un détecteur de mouvement, qui n'est pas un détecteur d'incendie, mais un détecteur de mouvement. Que vous avez installé, hein? Que j'ai installé. Quoi? Alors c'est le balancement des flammes qui a déclenché le détecteur de mouvement. Ce qui fait que j'ai pu intervenir à temps, sinon je cramais dans la chambre. Tout à fait, oui. Alors c'est dû simplement au fait que, comme la toiture, elle fuit, le ventilateur qui était en marche, pour l'humidité, je laisse tourner le ventilateur, comme il était en marche, il a reçu de l'eau et il a pris feu. Ouais. Voilà. À suivre absolument ce soir en prime, exclu donc au quartier Maya, avec Dominique Nugent pour Dom Laquezotte. Notre deuxième invité est là, Gisèle Lenozer, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. On va parler de l'impact de l'après-grève, notamment sur Air France et des nouveaux produits à venir. Mais ça sera juste après nos chroniques ce soir. La première présentée par Vanessa. Vanessa, ce soir, vous nous parlez d'une imprimante 3D. Voilà, exactement. Donc, les imprimantes 3D sont de plus en plus utilisées pour la fabrication notamment de pièces fonctionnelles. Alors, pour comprendre à quoi ça sert, donc elle permet de reproduire un objet réel. Donc,
soit on dessine l'objet en utilisant un outil de conception assistée par ordinateur, soit on le scanne avec un petit appareil, comme vous le verrez dans les images tout à l'heure. Et le fichier 3D est ensuite envoyé sur l'imprimante qui le reproduit couche par couche pour obtenir ensuite une pièce finale. Donc, en Guyane, il en existe une. Je vous propose de voir en image ce que ça peut donner avec les explications de Gamal Hussein-Bux. Voilà, je vais y arriver. 3D Fabrique est la première entreprise d'impression 3D dans le département. L'impression 3D, ça sert à plusieurs choses. C'est une technologie qui permet de recréer n'importe quel objet, qui peut intervenir tant dans la bijouterie, dans la dentisterie ou encore dans l'architecture, pour pouvoir produire des maquettes d'architecture, des maquettes d'urbanisme qui serviront aux architectes pour promouvoir leur construction, aux constructeurs et aux promoteurs, qui permettront aux municipalités de promouvoir les futurs aménagements. 3D Fabrique aujourd'hui a deux activités qu'elle cible, les architectes, de produire des maquettes d'architecture, et la deuxième activité est de faire des répliques de pièces historiques de musées. Le musée de Cayenne, pour les archéologues, nous pouvons produire des répliques d'artefacts afin qu'elles soient manipulées lors de réunions avec les différents archéologues et pouvoir faire des modèles, des modélisations 3D de ces artefacts qui peuvent être directement envoyés à l'autre bout du monde, et j'espère dans l'avenir pouvoir avoir un musée virtuel des pièces historiques de la Guyane. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, l'imprimante 3D imite les textures. On peut même faire du maquillage, des pièces fonctionnelles, voire même des prothèses. Donc il faut savoir que d'un point de vue juridique, l'impression tridimensionnelle peut être un problème, puisqu'on peut faire des reproductions illégales. Donc, on peut reproduire des Lego ou des jeux, des jouets tout simplement. Et en Guyane, visiblement, on ne voit pas l'utilité encore de reproduire des objets grâce à une imprimante 3D. Donc ça peut être très utile pour les architectes notamment. Donc pour ceux qui n'arrivent pas à visualiser un bâtiment sur du papier, ben, vous le faites grâce à l'imprimante 3D et vous avez carrément le bâtiment voilà, reproduit comme s'il était fait en vrai. Il fonctionne souvent avec l'extérieur ? Malheureusement, oui, pour le moment qu'avec l'extérieur, les Antilles et la métropole. Très bien, bon, voilà. Les Guyanais maintenant savent que ça existe, ça sera l'occasion justement de se rapprocher de Gamal Hussein-Bux. Merci Vanessa. Théanie, Halloween, c'est vendredi Halloween ou pas ? Oui, vendredi soir. Mais vous voulez nous faire peur dès maintenant, c'est ça ? Bien, on va parler en fait des nombreux phénomènes viraux qui se déchaînent sur la toile. Ils sont nombreux chaque année à débarquer. On se souvient du Harlem Shake, de l'Ice Bucket Challenge que vous avez fait lors de notre première émission, et puis des autres Neck Nomination. Donc on se prépare car la nouvelle vague débarque sous le nom de Rec Nomination. Je ne sais pas si vous connaissez le film d'horreur Rec. Ah, Rec, non, j'ai pas vu. Eh bien, le 4e volet sort la semaine prochaine. C'est le 4e. Oui, le 4e. Il va falloir que je me mette à la page. Et donc, on se fait peur sur les réseaux sociaux puisque cette Rec Nomination a été testée et approuvée. Donc, voici la preuve en image. On y va. Pour les Rec Nominations, je nomme Kevin Razi, Jérôme M et Seb. Coucou. Salut. Fais-moi une grimace, s'il te plaît. Alors, je nomme pour la Rec Nomination Mister V, Cédric Desnoyers et Fanny. Il faut nommer, oui. Oui, il faut nommer. Donc, en cette semaine d'Halloween, le principe est simple. On se filme en train tout simplement de faire peur à un ami. On nomme ensuite 3 camarades.
et donc qui feront de même et qui diffuseront la vidéo sur les réseaux sociaux. Un défi qui fait son petit chemin puisque ça a commencé ce matin. C'est pourquoi nous aussi en Guyane, donc on va demander à notre cher Weiner, Edwin PKTS, de créer la première Rec Nomination de Guyane. Donc Edwin, si tu nous regardes, tu as 24 heures. Et on va montrer ça. Ah oui. Il faut montrer ça. Vous l'avez fait, vous, Théanie? On y pense avec Vanessa. D'accord, oui. Très bien, on y pense avec Vanessa. Merci Théanie. Rec Nomination, on en parle dans le rendez-vous de l'info, bien sûr. Gisèle Denozère, notre deuxième invitée au rendez-vous de l'info. Bonsoir. Vous êtes la directrice régionale d'Air France. On va parler de nouveaux produits dans quelques instants. Ça va, j'imagine, donner envie à nos téléspectateurs. Mais si vous êtes là ce soir sur le plateau, c'est parce que vous avez vécu des moments plutôt difficiles avec vos équipes lors de cette fameuse grève d'Air France. Oubliant le passé, parlons d'aujourd'hui et de demain. Quel impact la grève a eu sur la société Air France, notamment ici en Guyane? Dites-nous. Alors, si vous me permettez, je vais saisir cette occasion pour une nouvelle fois présenter toutes nos excuses à nos clients. C'était effectivement un mouvement qui a duré 14 jours. Énorme. Toutes les équipes d'Air France, toutes les agences de voyage qui sont nos partenaires se sont mobilisées pour justement atténuer l'handicap qui a été créé. Aujourd'hui, c'est derrière nous, un chiffre. La perte, non pas en Guyane, mais globalement, a été de plus de 300 millions, ce qui est important. Revers de la médaille, nous avons fait des économies de coûts, puisque nous avons moins volé, donc c'est à peu près 80 millions, mais vous voyez que la soustraction laisse énormément de pertes. Aujourd'hui, on a passé ce cap-là et nous avons tout de suite repris la parole. Et je voudrais une nouvelle fois remercier nos clients et vous dire que c'est très étrange parce que c'est dans ces circonstances-là qu'on fidélise des clients. Nous avons reçu énormément de lettres de remerciements de la part de nos clients pour lesquels nous avons trouvé une solution. C'est ce qu'ils attendent de nous. La reprise de parole, c'était quoi? C'était des excuses, hein, je les réitère aujourd'hui. C'était une carte d'abonnement pour nos abonnés qui a été prolongée. C'était des miles pour nos porteurs de cartes Flying Blue qui ont été accumulés, qui ont été crédités, malgré le fait que souvent ils n'aient pas voyagé sur Air France, puisque nous avons facilité leur acheminement, comme je disais. Et nous garderons un souvenir de grande fidélité de la part de nos clients. Donc c'est ça, la reconquête des clients, ça faisait partie de la stratégie? C'était tout à fait ça. Très bien. Vanessa? Oui, vous parlez de perte de 300 millions, mais il faut combler ce manque. Comment vous faites? Est-ce que vous le répercutez sur le prix des billets ou sur autre chose? Non, on ne répercute pas sur le prix du billet. En général, pour combler, on essaie de baisser nos coûts. C'est plutôt ça. Théanie? Donc, malgré cette perte colossale, justement, est-ce que c'est une grève qu'on peut juger d'utile? C'est une drôle de question. C'est une bonne question. Moi, je dirais qu'une grève n'est jamais inutile. La concurrence a-t-elle essayé de récupérer sur le marché? La concurrence, c'est fait pour ça. Comment elle a fait? Comment ça s'est passé avec la concurrence d'ici, notamment? Vous savez, dans ces cas-là, on parle presque plus de concurrence, on parle de collaboration. C'est ce qui s'est passé? C'est exactement ce qui s'est passé, parce que notre souci était de trouver des solutions pour nos clients, et pour ce faire, nous avons fait appel à nos concurrents, qui ont accepté de transporter ceux qui n'avaient pas de vol Air France ce jour-là. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut expliquer, parce qu'on voit plein de promos un petit peu partout sur les prix, est-ce qu'on peut expliquer à nos téléspectateurs qui nous regardent et à chaque fois qui essayent de comprendre pourquoi tel prix pour les Antilles, pour la métropole et ailleurs, est-ce qu'on peut expliquer le prix d'un billet d'avion? Gisèle Denozère, je profite de votre présence ici pour nous parler du prix du billet d'avion, du prix le plus juste pour les Guyanais qui ont l'impression de payer plus que d'autres. Enfin, ce n'est pas qu'une impression, on paye plus que d'autres. Gisèle Denozère. Je ne crois pas qu'on paye plus que d'autres, mais ce que je voudrais tenter d'expliquer, c'est que
Notre objectif, c'est d'être rentable. Parce qu'une ligne qui est rentable est pérenne. Et notre volonté, c'est justement de rester présent en Guyane, rester présent sur le transatlantique et rester présent sur le réseau régional. On a vu pas mal de compagnies venir et repartir. Oui, justement parce que c'est difficile. Alors, si on parle du réseau régional, qu'est-ce qui est compliqué sur le réseau régional? Ce sont des vols qui sont déséquilibrés. Dans un sens, le vol est très plein. Dans l'autre sens, il est très creux. Ce qui veut dire que le coefficient de remplissage est à peu près de 60%. C'est très difficile de rentabiliser. On parle de prix plus généralement, ça concerne le réseau régional et ça concerne aussi le transatlantique. Vous le savez certainement, l'aéroport de Cayenne est très cher. Le pétrole est particulièrement cher en Guyane. Et tout ça, c'est la composante d'un prix de billet d'avion. Et un prix de billet d'avion, c'est la moitié part en taxes, en coût d'aéroport, il reste la moitié. D'où l'explication voilà, du prix du billet d'avion. C'était important de le dire à nos téléspectateurs ce soir. Autre explication, quand un vol est annulé, c'est parce que l'avion n'est pas plein. Expliquez-nous ça aussi. Oui, quand un vol est annulé, mais pas à chaud, bien sûr. Hein, quelques mois avant, c'est parce qu'un vol n'est pas plein. Et là aussi, c'est le même souci de rentabilité. Parlons de nouveaux produits. Il y a toujours des nouveautés à Air France. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui nous attend, nous, les prochains clients? Alors déjà, qu'est-ce qui est arrivé? Sur le réseau régional, nous avons créé une vraie classe affaires. C'était en juin dernier. Nous avons une nouvelle vaisselle, nous avons une nouvelle gastronomie. Nous avons des 8 menus qui sont renouvelés tous les 15 jours. Ça, c'est le réseau régional, avec un nouvel avion que nous avons accueilli, un nouvel A320 que nous avons accueilli en juin également. D'accord. Maintenant, si on parle de Paris, alors Paris aussi, c'est le confort. On a 8 heures de vol. En classe business, nous bénéficions actuellement, nos clients bénéficient, mais nous aussi, parce qu'ils nous sont reconnaissants, de couettes, de véritables couettes, de véritables oreillers, alors que c'était beaucoup plus petit avant. Il y a un trio de desserts, il y a une nouvelle trousse confort. C'est une amélioration constante du produit. Ah, ça fait partie de la reconquête là aussi. L'impact de Roissy sur le marché guyanais. Roissy, c'était un peu un pari parce que le marché guyanais préfère Orly. C'est l'habitude. On peut le comprendre. Tout le temps. C'est historique. Depuis toujours. Et nous avons saisi une opportunité qui était un appareil dont pouvait bénéficier la Guyane. Nous avons donc eu 30 vols au total en pointe été. Et le résultat est bon. 40% de capacité en plus, 43% de passagers en plus. Donc, Paris, challenge réussi. Paris gagné. Dernière question, Gisèle Lenozer. Programme pour l'hiver? Programme pour l'hiver, il change très peu. Nous avons toujours un quotidien sur Paris et nous avons 10 vols hebdomadaires vers Fort-de-France et Pointe-à-Pitre. Les filles, ça vous donne envie de voyager en première classe? Oui, pourquoi pas. J'aime bien, pourquoi pas. Très bien, merci beaucoup Gisèle Lenozer, merci en tout cas d'être passée sur le plateau. Vous avez des questions peut-être? D'accord, sur le plateau du rendez-vous de l'info. C'est comme ça qu'on se dit au revoir pour se donner rendez-vous demain. Demain, t'es Annie? On va parler d'un livre touristique guyanais. Ouais, un livre sur la Guyane, Vanessa? Demain, on verra, je fais comme hier. Ok, surprise, on sait ce que c'est la surprise. Non, demain, on parlera du harcèlement de rue. Ah oui, c'est vrai. Ne ratez pas ces 2 chroniques-là, qui sont très importantes. Franchement, ne ratez pas ces 2 chroniques. Monseigneur Emmanuel Lafont, merci. Gisèle Lenozer, merci. C'est comme ça qu'on se dit au revoir. Le journal de BFM tout de suite, et puis Dom Lac et Zod ce soir à 20h. Bonne soirée.